Et dans l'actualité des idées aujourd'hui, les femmes ont-elles besoin de récits pour exister? Notre invitée est écrivaine. Elle est auteure de romans comme L'Art de perdre et Comme un empire dans un empire, paru à la rentrée dernière. Auteure aujourd'hui de Je suis une fille sans histoire, qui paraît aux éditions de l'Arche. Créée d'abord au théâtre, à la Comédie de Valence, la pièce se jouera notamment au Rond-Point à Paris, à sa réouverture. Elle contribue aussi au premier numéro de La Déferlante, première revue des révolutions féministes, revue trimestrielle post-MeToo. Alizée Niter, bonjour. Bonjour. On savait l'histoire plutôt sexiste, mais la littérature aussi, qui nous raconte des histoires où les femmes ont rarement la part belle. On passe avec vous d'Aristote au Schtroumpf, du chasseur-cueilleur à Frédéric Lordon, d'Umberto Eco à Shrek. Dire l'autre histoire, écrivez-vous, ça fait longtemps que c'est le travail de l'art, d'une partie en tout cas. J'ai déjà vu des écrivains, et plus souvent encore des écrivaines, qui faisaient ressurgir des vies et des contrées du silence officiel, du déni parfois contre le refus d'entendre. Je sais que c'est possible, il suffit de continuer ou de recommencer. Avec vous donc, on va commencer, et avec ce texte, Je suis une fille sans histoire. C'est un texte qui parle de vous. C'est un texte qui parle de moi, mais de moi comme... de moi comme d'un prisme d'analyse des récits, c'est-à-dire de moi lectrice, de moi écrivaine et aussi de moi ayant glané dans mes années d'université des outils pour analyser et étudier les récits qui nous entourent et qui nous fondent. C'est un texte qui parle de vous et qui du coup parle de nous globalement, hommes, femmes, et surtout aussi de la place des femmes en littérature. On l'évoquait avec Julie Gaillet, notre invitée de la première partie. Quant au cinéma, on va maintenant juste écouter les mots d'une dessinatrice et scénariste de bande dessinée, c'est Pénélope Bagieux, à propos de son livre, de sa série Les Culottés. Je me suis rendu compte qu'il y avait une espèce d'invisibilité des femmes dans... Alors l'histoire avec un grand H, évidemment, ça on le sait, mais aussi en général de personnages un peu charismatiques auxquels se rattacher, dans plein de domaines, dans les arts, dans la science, voilà. Comme on dit, tu sais que l'histoire est écrite par les vainqueurs, je pense qu'elle est aussi écrite par les hommes, et que du coup, moi quand j'étais petite, je suis passée à côté de plein de personnages dont j'avais jamais entendu parler. C'est-à-dire que c'est pas forcément les femmes les plus brillantes, ou très belles, ou très bien nées. En fait, chacune avec sa main de départ, a fait des choses extraordinaires. Et du coup, j'avais envie de juste les mettre en avant de manière hyper succincte, donc c'est au maximum d'histoires qui font 8 pages, juste pour qu'on se dise « mais j'avais jamais entendu parler d'elle » et qu'au mieux, on a envie d'en savoir plus, et au pire, juste, petit à petit, ça fasse son chemin, l'idée que dès comme ça, il y en a des milliers, en fait, et que juste, on n'en parle jamais. Pénélope Bagieux, est-ce que ce livre, le vôtre, Alizée Niter, est aussi né d'une même absence, d'un même silence, voire peut-être d'un même agacement, ce que ce silence ou cette absence a pu provoquer chez Pénélope Bagieux? Oui, et moins qu'une absence qui serait franche et facilement reconnaissable, c'est une sorte d'existence en demi-teinte, de condamnation des personnages féminins à des vies qui sont ternes, qui sont grises, qui sont tragiques, qui sont voilà, c'est par exemple le fait que quand j'essaie de réfléchir aux grands personnages féminins qui ont pu m'accompagner dans le corpus canonique de la littérature, c'est-à-dire ce qu'on va valoriser, ce que les professeurs vont nous mettre entre les mains, etc. Je pense à Madame Bovary, et c'est l'histoire d'une femme mariée qui tombe amoureuse d'un autre homme et qui se suicide. Anna Karénine, c'est aussi l'histoire d'une femme mariée qui tombe amoureuse d'un autre homme et qui se suicide. La princesse de Clèves, c'est aussi l'histoire d'une femme mariée qui tombe amoureuse d'un autre homme mais qui ne se suicide pas, et ça finit par être en soi une réussite, puisqu'elle se contente d'entrer au couvent. Lady Chatterley, c'est l'histoire d'une femme mariée qui tombe amoureuse d'un autre homme. Personne ne meurt et personne ne va au couvent, mais c'est tout le temps ces existences un peu de la pesanteur du domestique, ou alors c'est des existences d'adjuvantes.
C'est-à-dire qu'il y a un homme qui va faire quelque chose et puis les femmes sont là dans une sorte, un peu comme ces représentations de la médecine où il y aurait un grand chirurgien qui se pencherait au-dessus du patient et puis les infirmières qui mettraient comme ça le truc scalpel. Les femmes peuvent avoir aussi cette place-là en littérature. Mais c'est pas assez. Pour moi, il y a quelque chose où je me dis, j'ai grandi en me disant, dans cette littérature-là, il manque toute une partie du monde et si je veux vivre entièrement, je suis obligée de m'identifier à des hommes. Et dans cette littérature-là, ce sont souvent des hommes qui tiennent la plume pour parler aussi de ces femmes, de ces héroïnes ou de ces anti-héroïnes ou héroïnes malheureuses. Est-ce que quand ce sont des femmes qui écrivent, le schéma est inversé ou est-ce qu'elles portent justement sur le dos, ces femmes écrivaines aussi, parmi ces grands classiques, tout ce poids du schéma narratif et qu'elles-mêmes n'arrivent pas à faire des héroïnes franches, volontaires et déterminées auxquelles s'identifier? Alors, il y a les deux à la fois, c'est-à-dire que évidemment cette conception d'un bon récit qui serait donc, et là c'est ce que je dis en m'appuyant sur les préceptes aristotéliciens, un bon récit, c'est l'histoire d'un homme remarquable qui fait des trucs de préférence violents. Donc le fait qu'on nous ait passé ça comme définition d'une bonne histoire, évidemment, ça va peser sur les autrices comme sur les auteurs. Mais il y a quelque chose qui est aussi observable, qui est le contraire, que dans les œuvres de femmes, comme dans les œuvres par ailleurs produites par des gens issus de groupes dominés, il y a davantage de polyphonie. Donc ça, c'est Suzanne Lancer qui fait cette note-là dans un article qui s'appelle « Vers une narratologie féministe ». Et ça s'explique ça de manière très très simple, c'est qu'en fait, si vous appartenez à un groupe dominé, vous avez fait l'expérience du fait que quand on n'entend qu'une voix, c'est toujours celle du plus fort. Et que donc les vécus divergents, les vécus minoritaires vont être un peu écrasés par la voix tonitruante du plus fort. Donc le fait de faire cette expérience peut pousser vers une autre manière de raconter. Mais encore une fois, ça n'en est pas une garantie puisque on est aussi prise dans l'idée que la bonne histoire, c'est l'histoire d'un type avec une lance qui va de l'avant. Vous revenez sur ce schéma narratif, justement, que l'on retrouve dans la plupart des livres, y compris dans les classiques, et vous tentez de vous l'appliquer, en tout cas à cet essai. Je suis une fille sans histoire, née d'abord pièce de théâtre. Quel est le point culminant de votre essai, si on reprend ce triangle des Bermudes littéraires alors, ce que j'essaye de faire, c'est de ne pas donner le point culminant d'emblée. Alors, comment est-ce que je pourrais le laisser entrevoir sans le révéler? Ce serait une scène entre le pape et le Dalai Lama qui discuteraient de bande dessinée et je vais m'arrêter là. Et la résolution, vous l'avez pensée dès le début? La résolution, c'est une promenade en forêt parce que finalement, c'est une sorte d'absence de résolution. Dans mes livres, déjà, j'ai un grand appétit pour ce qui serait des fins ouvertes. Justement, des fins où je n'utilise pas mon autorité narrative pour dire à partir de là, tout est clos et tout est bouclé. Et comme la fin de Je suis une fille sans histoire, c'est un moment où je m'interroge sur ce que pourraient être des formes de récits qui ne seraient pas des récits d'hommes remarquables, qui ne seraient pas des récits qui invisibilisent, qui ne seraient pas des récits des chasseurs aux dépens des cueilleurs, etc. C'est un moment de questionnement, mêlé d'angoisse, mais aussi de toutes les perspectives et la curiosité de ce que seront les récits futurs. Et appliqué à la vie, on pourrait se dire que, tout en laissant la fin ouverte, la résolution, ça pourrait être de pouvoir libérer le récit, ou en tout cas tenter de libérer le récit, comme on parle depuis MeToo de libérer la parole. Oui, peut-être déjà de ne pas lui appliquer une logique comptable ou pour le dire, peut-être une logique capitaliste, c'est-à-dire une manière de lire le récit qui fait qu'on demande à chaque passage « Et toi, à quoi tu sers? Qu'est-ce que tu m'apportes? Est-ce que tu m'en donnes pour mon argent? Est-ce que j'ai une péripétie? Est-ce que j'ai une information cruciale, une révélation, etc. » Si on retire l'exercice de la lecture de cette pensée de la consommation, alors on peut aussi laisser exister des formes de récits qui sont différents, qui prennent leur temps, qui bougent
boucles, qui connaissent des méandres, etc., ce sera plus simple. Je reviens juste à ce schéma narratif pour expliquer pour ceux qui nous écoutent. Vous faites d'ailleurs le petit dessin, je pense que c'est vous qui l'avez réalisé, qui ressemble en fait à un triangle. Ça commence par la situation initiale, puis on a l'élément déclencheur, on a l'action montante avec ses péripéties, on a le point culminant, on a l'action descendante et enfin la résolution. C'est un schéma, comme vous le dites, qui finalement, en tout cas visuellement, a l'air assez bête comme chou. C'est un triangle où, si on veut être poétique, c'est une montagne. Toutes nos histoires ne peuvent quand même pas ressembler à une montagne. On se dit, mais attends, Joyce a écrit Ulysse depuis, Duras a écrit tout Duras, Rob Grillet a rédigé un manifeste pour un nouveau roman, et pourtant ce schéma narratif pointu et puissamment, profondément ancré. Vous connaissez beaucoup d'histoires, vous, sans résolution. C'est un peu comme une blague, sans chute. C'est une expérimentation des plus osées. Et vous continuez à réfléchir à partir de ces classiques sur ce qui se joue depuis des millénaires dans notre littérature. La fiction, pour autant, Alice Zeniter, ça n'est pas la réalité. Est-ce que vous ne leur accordez pas, vous, trop de crédit à ces récits ? Alors, il y a plusieurs études qui montrent que, en fait, notre fréquentation des univers fictifs, en moyenne, elle nous occupe pendant plusieurs heures de la journée. Donc, ce pays de la fiction, si on accumule lectures, films, séries, mais aussi les histoires qu'on se raconte, les futurs qu'on s'invente, etc., dans des conversations de groupe ou tout seul dans les rêveries, notre fréquentation des univers fictifs, elle est extrêmement importante. Donc, évidemment, les gens qu'on va fréquenter dans ces univers fictifs, les personnages, on va tisser des liens avec eux, ils vont nous apprendre des choses sur le monde. D'ailleurs, une des manières de considérer que la fiction est quelque chose d'extrêmement bénéfique chez les psychologues, c'est de dire que vraiment, elle va permettre en fait, de développer des outils sociaux. C'est que par la fréquentation des personnages, on va réussir à comprendre les réactions émotionnelles des gens, à les deviner, à les anticiper, à développer des capacités d'empathie, toutes choses qui nous rendent finalement meilleurs pour la vie en société et ensuite. Sauf que si les gens qu'on fréquente dans la fiction, si les habitants de Fictionland, c'est uniquement des hommes, ou c'est uniquement des hommes, mais avec des petites corolles de femmes qui les aideraient tout autour, ou si c'est uniquement des blancs, ou si c'est uniquement des riches, ou si toutes les formes d'histoire ont la même chose, on va forcément du coup développer des sortes d'attentes par rapport au réel qui seront influencées par ça. Donc je suis obligée de donner de l'importance à ce que je retire de chaque voyage au pays de la fiction. D'où l'importance de lire pour éprouver des nouvelles identités, peut-être être d'autres vies que celles qu'on vit, d'autres personnes que soi-même. Oui, alors ça, moi j'ai vraiment l'impression que ça se joue à deux échelles, c'est-à-dire qu'individuellement, ça nous permet de contrer ce scandale de n'avoir qu'une vie, et puis une vie que finalement on n'a pas choisi. Les coordonnées de notre existence, elles nous ont été attribuées arbitrairement à la naissance. J'ai pas choisi d'être femme ou d'être française ou d'être fille d'immigrés. Et donc quand je lis, je peux traverser en effet ces autres existences. Et socialement, ça me permet aussi de découvrir des groupes sociaux qui sont pas du tout les miens. Il y a une sorte de meilleure connaissance de la société qui est permis par le fait que je peux être un bourgeois ou une bourgeoise qui lit au 19e et je tombe sur Germinal et tout à coup j'ai une appréhension de ce qu'est la vie d'un mineur dans le Nord. Alors tout en dénonçant ou en soulignant dans ce livre, dans cet essai littéraire, la prédominance des héros masculins, mâles et blancs pour la plupart. Est-ce qu'il y a quand même des héros, vous, dans la littérature, auxquels vous vous êtes identifié dans vos lectures ? C'est un peu, je pense que c'est un peu compliqué pour moi parce qu'il y a une sorte de mélange. Alors oui, il y aurait des héros auxquels je me suis identifiée, des toutes petites, par exemple Bastien Balthazar Bux dans l'Histoire sans fin, parce que cette idée de lecteur qui ne veut qu'une chose, à savoir par une métalepse tomber à l'intérieur du livre qu'il est en train de lire, c'est un peu toute ma vie. Mais il y a aussi cet autre rapport qui est que moi, je suis beaucoup tombée amoureuse
de personnages. C'est-à-dire que je ne m'identifiais pas à eux, mais si Methaleb, s'il y avait, si j'avais pu entrer dans leur monde, je les aurais demandés en mariage. Tous ces beaux héros qui, par ailleurs, subissent toutes les critiques que je peux faire sur les héros, parce que justement, ils savent toujours tout, ils sont arrogants, etc. Ils sont toujours dans l'action, ils résolvent les choses une bonne fois pour toutes. Et c'est ce que je dis dans Je suis une fille sans histoire. Oui, j'ai été amoureuse d'Enjolras, le révolutionnaire dans Les Misérables. J'ai été amoureuse de Sherlock Holmes. Et ça a évidemment enrichi ma vie. Vous en avez été amoureuse et vous avez pleuré pour pas simplement le moment où Anna Karénine passe sous un train, mais aussi concernant Enjolras qui retrouve aussi une existence à travers vos lignes, Alice Zeniter. La fiction nous affecte, ce que raconte très bien Umberto Eco. On va l'éprouver quelques instants avec cet extrait d'une fiction, d'une adaptation des Misérables par l'ORTF en 1972. Ça se situe juste avant la mort d'Enjolras. Vous n'aurez pas y assisté une seconde fois. Un quart d'heure de répit. Les fusils à charger. Encore un quart d'heure de ce succès, il n'y aura plus 10 cartouches dans la barricade. Gavroche! 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 Rentre, tu vas te faire tuer! Il pleut et après! Mais rentre! Tout à l'heure! Ovel et à Nanterre, c'est la faute à Voltaire. Et bête après les autres, c'est la faute à Rousseau. Je ne suis pas notaire, c'est la faute à Voltaire. Je suis petit oiseau, c'est la faute à Rousseau. Je suis tombée par terre, c'est la faute à Voltaire, le nez dans le ruisseau. Oh là, bon, là c'est Gavroche qui succombe dans cet extrait de cette adaptation des Misérables de 72 par l'ORTF. Qu'est-ce qui nous dit, Eco, sur le pacte qui se joue et qu'on ressent bien là dans ce moment où la fiction peut nous affecter, peut nous émouvoir, peut nous faire pleurer, sur ce pacte qui se joue entre l'auteur et le lecteur? En fait, ce sur quoi il met le doigt au départ dans cet article que j'utilise beaucoup, quelques commentaires sur les personnages de fiction et dont le sous-titre est « Pleurer Anna Karénine », c'est sur cette étrangeté qui fait que peut-être vous avez eu les larmes aux yeux en écoutant ce passage sur la mort de Gavroche, ce qui veut dire que vous êtes ému par la mort de quelqu'un qui n'a jamais existé. Et Umberto Eco essaye de mettre ça en parallèle. Au début, il dit très bien, en fait, c'est comme quand on est ému si on imagine que, par exemple, notre amoureux est mort. Il dit oui, mais sauf que le problème, c'est que si on imagine que notre amoureux est mort, si quelqu'un nous demande un petit peu plus tard est-ce que notre amoureux est réellement mort, on va répondre que non. Évidemment, on va dire non, bien sûr. Alors que si on nous demande si Gavroche est réellement mort, la réponse est toujours oui. Donc, qu'est-ce que c'est que cette espèce de statut particulier de la fiction qui peut avoir une vérité inaliénable alors même qu'elle dit quelque chose qui n'est pas existant? Et c'est sur ça que Eco va travailler et sur le fait que finalement, le fait que ce soit toujours vrai que Gavroche est mort va être une sorte de bloc fiable et sur lequel on peut s'appuyer pour pleurer. C'est-à-dire, cette tragédie est toujours vraie, quand bien même Gavroche n'existe pas, et c'est pour ça qu'on pleure. Est-ce que ça dit quelque chose de notre besoin de récits, de mythes, de mythologie aussi pour exister? Est-ce qu'on a besoin d'exister au cœur de ces histoires, de se raconter des histoires pour pouvoir mieux habiter ce monde, trouver notre manière d'exister, Alice Zeniter? Alors oui, évidemment, il y a il y a quelque chose qui est
qui est de l'ordre d'une facilité, mais d'une belle facilité, c'est-à-dire que le monde qui nous parvient sous forme chaotique, dans lequel il est très difficile de déceler des lignes de narration, c'est des fragments, on a du mal à en ressaisir le sens. À partir du moment où on arrive à le mettre en récit, même si ce sont des récits multiples et fragmentés, etc., ça donne l'illusion pendant un temps, peut-être pas de contrôler le chaos, mais que le chaos a du sens. C'est ce que dit Toni Morrison quand on l'interroge sur ce qu'est pour elle l'écriture. Elle dit, même si je fais que reproduire le chaos, il y a un moment où c'est moi qui le tiens par l'écriture. Et je crois que les récits nous apportent ça et sont merveilleux pour ça. Invitée jusqu'à 13h30, la romancière et essayiste avec cet essai littéraire sur l'art du récit, Alice Zeniter. Le livre s'intitule « Je suis une fille sans histoire » et il vient de paraître aux éditions de l'Arche. On va revenir sur ces quelques théories que vous reprenez, que vous racontez et qui en disent long quand même sur la place des femmes, aussi des héroïnes à l'intérieur de ces récits. On évoquait le schéma narratif tout à l'heure. Il y a aussi aujourd'hui toute une génération d'écrivaines qui font, comme vous l'écrivez, ressurgir des vies et des contrées du silence officiel, du déni parfois contre le refus de l'entendre. Alors, il y a Toni Morrison, Maya Angelou, il y a Marie Scondé, il y a Virginie Despentes, Eleonora Miano, il y a Zadie Smith, dont le nouveau roman vient de paraître aussi, Chimamanda Ngozi Adichie et beaucoup d'autres. Et il y a auparavant peut-être ce défaut de femmes, d'héroïnes à l'intérieur de nos romans. Vous repartez beaucoup des théories d'Ursula Le Guin, si je prononce bien son nom. Alors Ursula Le Guin. Le Guin, voilà, qui a notamment travaillé, et vous le racontez, sur la théorie de la fiction panier. Qu'est-ce que c'est la théorie de la fiction panier ? Qu'est-ce qu'elle formalise avec ça ? Alors, elle essaye de penser une fiction qui justement ne se construirait pas autour des figures de héros chasseurs et héros armés. En fait, ce que dit Le Guin, c'est que les premières fictions qu'on a créées, ce sont des fictions lentes. C'est un récit qui part pour aller jusqu'à un point précis. C'est un récit qui fonce vers un but et qui ressemble à la lance et aux flèches des chasseurs. Et elle s'étonne en fait de la prédominance de ce récit-là, sachant que dans nos civilisations de chasseurs-cueilleurs, en fait, 65 à 80% de la nourriture était cueillie. Et donc pourquoi est-ce qu'on parle tout le temps des chasseurs ? Pourquoi est-ce qu'on peint les chasseurs ? Pourquoi c'est la première image qu'on a quand on pense homme préhistorique ? Pourquoi tout à coup un chasseur de mammouth ? Et elle dit oui, il y a une puissance de séduction dans ces fictions lances, mais il faudrait apprendre à raconter autrement, parce qu'en fait, le premier équipement culturel, ça a probablement été un récipient, une sorte de panier ou de saladier ou de poche dans lequel on allait mettre les baies qu'on ramassait, etc. Et pour pouvoir raconter nos manières de vivre et de nous organiser, il faut réussir à faire cette fiction fourre-tout, cette fiction panier, cette fiction poche. Et cette fiction qui saurait aussi garder l'homme, avec un grand H, l'homme à sa place, en fait, c'est ça. Oui, à sa place, c'est-à-dire qu'il n'utiliserait pas la faune et la flore uniquement comme un décor. Voilà, parce que c'est dans la relation aussi avec les autres formes du vivant que se repose cette question-là. Hein. On est bien en avance là-dessus, et elle montre comment la littérature nous positionne par rapport aux autres. Oui, et donc il faudrait réussir à inventer ces histoires-là, qui, alors c'est pas des mots que Le Guin utilise parce que c'est ceux de Descartes, mais qui présenteraient l'homme autrement que comme un maître et possesseur de la nature, disait Descartes. Et donc dans cette conception-là, on voit bien cette image du héros qui arrive et qui traverserait une forêt, un lac, une montagne, etc., juste comme arrière-plan à ses actions. Comment on décale ça ? Comment on décentre ça ? Comment on arrive à raconter des relations avec d'autres formes de vivants. Et ce que je dis dans le livre, c'est que moi, du coup, c'est des pistes de réflexion que je trouve chez Baptiste Morisot. L'idée d'une coexistence diplomatique et que les nouveaux récits ou la fiction panier, ça pourrait s'appuyer sur ça, sur une autre relation aux vivants non humains.
C'est ce que dit aussi la spécialiste de la préhistoire, Marilène Patou-Mathis. L'homme préhistorique était aussi une femme. Et c'est vrai qu'on l'entend, on le voit à travers ce travail que vous avez fait sur le récit, sur l'art du récit. Alice Zéniter, de la préhistoire à Aristote, en passant par Périclès, c'est toujours en fait la même histoire qui s'écrit et qui se raconte aujourd'hui, avec notamment un autre syndrome qui a plein d'autres noms. Vous gardez entre autres celui de la Schtroumpfette, c'est-à-dire des histoires dans lesquelles il y a toujours un personnage féminin, mais un personnage féminin qui n'a qu'une caractéristique, c'est d'être une femme, face à des personnages masculins qui en ont eux-mêmes 1000 autres, qui ont 1000 autres facettes à développer à l'intérieur. Qu'est-ce que la littérature, mais aussi le cinéma, nous raconte des héros et des héroïnes? On va repartir à travers 2-3 films sur la place des femmes aussi dans les histoires. Hey. Mon copain et moi, avant de te quitter, vu qu'on se reverra sans doute jamais, on voudrait te demander, comme qui dirait, une petite faveur. Ce serait de toucher les poils de ton cul, il paraît que ça porte bonheur. J'ai jamais entendu dire que ça portait bonheur. La 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 la. Oh, j'ai hâte de mettre ma nouvelle petite robe. Les Schtroumpfs vont rester bouche bée. Je suis ravi d'avoir une secrétaire aussi jolie. Pardon? Je ne suis pas votre secrétaire. Vous êtes la secrétaire de qui alors? 2 personnes. Je suis lieutenant-colonel de l'armée israélienne. Et l'idée est que nous travaillons ensemble, d'égal à égal. On en reparlera quand il faudra porter quelque chose de lourd. Alors j'ai décidé de tuer. Cette femme mérite de se venger. Et nous méritons de mourir. Hé, enfoiré! Quoi? Arrête de dire quoi quand elle débarque ici en te traitant d'enfoiré. Dernier rapport du véhicule commercial Nostromo. 3e officier au rapport. Les autres membres de l'équipage et le capitaine Dallas sont morts. Ici Ripley, dernier survivant du Nostromo. Terminé. Le plus dur est fait. Voilà, extrait des Valseuses, notre chère Schtroumpfette, qui vient aussi se balader par-ci par-là, au SS 117, Kill Bill, Alien, entre autres. On retrouve en fait un peu les mêmes caractéristiques de la littérature au cinéma, du cinéma à la littérature. Peu de films pourraient passer le test, eux aussi, pas plus que les livres, Alice Zéniter. Oui, donc le test, c'est ce fameux test de Bechdel qui consiste à demander à une œuvre si elle présente 2 personnages de femmes qui sont nommés à l'égal des hommes, si ces femmes ont une scène où elles parlent ensemble et si elles parlent d'autre chose que d'un homme. Et en fait, c'est assez rare. Et ce qui est étonnant, c'est de voir à quel stade on rate le test de Bechdel. Par exemple, si on prend la trilogie originale de Star Wars, est-ce qu'il y a 2 femmes dans l'œuvre? Non. Ah non, en fait, il y a Princesse Leia, point. Donc, dès la première question, la chose s'effondre et montre un univers qui est clairement centré sur des figures masculines. Et c'est vrai que c'est assez... Enfin, c'était jubilatoire aussi pour moi de pouvoir utiliser cet outil qui est hyper simple et qui est très pratique et de l'appliquer à toutes les œuvres qui avaient marqué ma jeunesse. Donc là, je parle de Star Wars, mais le Roi Lion le passait pas non plus. Tintin souffre d'un syndrome de la Schtroumpfette, c'est-à-dire que la Castafiore est bien seule dans un univers d'hommes. Des œuvres plus récentes, comme la trilogie des Oceans 11, Ocean's 12, etc. Il n'y a qu'une femme pour 15 hommes. Alors d'accord, c'est Julia Roberts ou Catherine Zeta-Jones, donc c'est des sortes de surreprésentation de la surféminité, mais quand même ça compte que pour 1. Et du coup on se demande parfois quand on regarde ces œuvres, on se demande quel est le pourcentage de femmes à la surface de la planète. C'est 52% et ces œuvres nous donnent l'impression que c'est totalement le contraire, que les femmes sont une sorte de minuscule minorité comme ça, d'objets rares. Et qu'est-ce qu'elles y font sur cette planète? À quoi elles servent aussi, Elles servent à crier le nom du héros pour le prévenir que le méchant est en train de sortir une arme cachée de sa chaussure, et c'est extrêmement agaçant. Mais alors vous avez fait le test avec vos livres aussi, et il n'est pas sûr que vos livres à vous passent le test non plus, non? C'est ça? Enfin, en tout cas les précédents, parce que les prochains... Alors c'est vrai que depuis que je
connais cet outil, je réfléchis beaucoup plus à cette question. Mais non, oui, une partie de mes livres passe pas le test. Et c'est vrai que je me souviens, moi, d'une immense gifle en lisant King Kong Théorie de Despentes, où elle dit aujourd'hui, même alors que justement beaucoup de femmes écrivent, la majorité des héroïnes aiment toujours les hommes, trouvent toujours extrêmement important d'être aimées par les hommes. Elles adorent tous le sexe et elles jouissent en 4 lignes. Et tout à coup, je me suis dit, mais est-ce que j'ai déjà créé des personnages qui existaient indifféremment du désir des personnages masculins pour elle? Et la réponse était non. Et j'ai trouvé ça glaçant de m'apercevoir que j'avais été moi aussi prise dans les raies de ces modèles que toutes mes lectures m'avaient inculqués sans même que je m'en rende compte. La bataille des récits, du coup, c'est pour vous la bataille d'aujourd'hui, la nouvelle bataille à mener. Ça n'est pas qu'une bataille féministe. Non, de toute façon, c'est une bataille qui est globale, puisque si on n'a pas accès à la parole, si on ne peut pas soi-même se mettre en récit, on est placé devant une alternative assez peu attrayante, qui est soit de se taire, soit d'être dit par les autres. Et être dit par les autres, c'est toujours le risque d'être menti, si je peux utiliser une sorte de néologisme. Donc évidemment, il y a une bataille pour s'emparer des récits. Et ce qui est assez amusant, c'est que d'ailleurs, cette bataille, elle se situe pas du tout aux mêmes endroits. C'est-à-dire que dans les années 60 ou 70, vous pouvez avoir les nouveaux romanciers qui ont déclaré, par exemple, que vraiment, le personnage était mort. On n'en pouvait plus de ces trucs, de ces faux visages, de ces faux états civils, etc. C'est-à-dire qu'en fait, des gens qui appartenaient à un groupe dominant, à une bourgeoisie blanche, éduquée et masculine, dans le cas de Robe Grillet, disaient voilà, on n'en veut plus des personnages. Alors que d'autres groupes qui n'étaient jamais entrés dans la fiction, eux disaient et disent encore, on veut des personnages qui soient plus représentatifs, on veut des personnages avec des vrais enjeux, je veux des femmes qui servent à autre chose qu'à crier Jack derrière toi. Les articles qui sortent sur ce trope du black best friend dans les séries américaines, elles réclament ça aussi, qu'il y ait des personnages noirs qui soient pas là juste pour aider le héros ou l'héroïne en n'ayant pas leurs propres enjeux. Donc tout le débat autour du personnage, il est à différents endroits en même temps, entre ceux qui disent qu'il est mort depuis bien longtemps et que plus personne n'y croit, et ceux qui disent j'y crois, et c'est très important pour moi que ce personnage montre l'entièreté, la complexité des êtres de nos groupes. Il y a eu des manifestations de femmes féministes dans les rues, partout en France, notamment ce week-end. Il y en aura d'autres aujourd'hui. Est-ce que vous, l'écrivaine, vous êtes marquée par l'apparition de nouveaux mots, de nouveaux slogans dans ces manifestations? Est-ce qu'il y a, à votre avis, dans ces nouveaux slogans, ces nouvelles bannières, aussi une manière de se réapproprier nos récits? Il y a une manière de se réapproprier un champ lexical, clairement. Alors, comment est-ce que je vais mettre ça en phrase? Justement, dans l'idée d'avoir un langage qui soit extrêmement articulé, extrêmement clair sur les dimensions systémiques d'une oppression, il y a une façon d'arracher les récits à la sphère du privé et à la sphère du domestique. C'est-à-dire qu'on sait aussi que quand les femmes écrivaines sont arrivées dans le récit, dans l'écriture, même dans la publication, on leur a donné au départ l'autorisation uniquement de raconter ce qui touchait à la sphère du privé. Donc elles pouvaient faire des petits traités de morale, elles pouvaient faire des sortes de bels ouvrages d'écriture, un peu comme on fait une belle pièce de dentelle, elles pouvaient faire des journaux intimes, des lettres, tout ce qui appartient à la sphère du privé. Mais l'idée qu'elles passent dans le public et qu'elles écrivent pour un autre public que les femmes, c'était quelque chose d'extrêmement choquant. Et dans ce déplacement justement du vocabulaire qui consiste à la fois à dire « je » mais à livrer une analyse féministe de ressorts qui touchent la société en entier, moi je vois une explosion de ces sphères publiques-privées qui nous séparaient encore. Merci mille fois à vous, Alice Zeniter. Je suis une fille sans histoire, vient de paraître aux éditions de l'Arche. Un grand merci à toute l'équipe de La Grande Table. Des idées avec Jean Bulot, Jean-Christophe Brianchon et Laura Dutèche-Pérez. De la culture avec Oriane Delacroix et Henri Leblanc. Des prépas avec Valentine Alloin et Cathy Renaud. Vous pouvez vous abonner au fil des podcasts de
la grande table sur l'appli Radio France. À découvrir aussi dès aujourd'hui le nouveau podcast natif de France Culture, Laisse parler les femmes. Une série documentaire en 8 épisodes qui donne la parole à une centaine de femmes de tous les âges, de toutes les classes sociales en France pour renouveler là encore les récits. À la réalisation aujourd'hui, Thomas Beau et Félicie Faugère avec Valentin Bobinet.